Donc, on passe à la dernière présentation et j'invite le professeur Hamoud Aboussine pour nous parler des avancées dans la prise en charge des cancers de l'ovaire au stade avancé. Et je pense que je n'ai pas à vous présenter, tout le monde vous connaît dans cette salle. Merci, mesdames les chairwomen. Je remercie donc les militaires de m'inviter. Et nous collaborons beaucoup d'ailleurs, très bien ensemble. Et je les remercie un peu pour le choix des thèmes et la qualité des présentations. Bon, je vais essayer de rattraper le temps perdu, comme un philosophe l'a dit. Donc, il y a certaines choses que je ne vais pas répéter, puisque Soumaïa, je pense, a fait une excellente présentation de génétique pratique pour les nuls, comme les livres qui sont en jaune. Alors, pourquoi on doit en faire plus dans les cancers de l'ovaire? Pourquoi? Parce que ce sont des tumeurs qui ont un taux de mortalité très élevé, malgré les progrès thérapeutiques qu'on a vus. Regardez un peu les données 2024 pour les USA, vous avez à peu près 19 000 cas, incidents et 12 000 cas de mortalité pendant la même année. Et la mortalité n'a pas vraiment baissé. L'incidence peut-être un peu plus. Et on parlera peut-être, je ne sais pas si ça se développera à l'avenir, du dépistage. Donc ce sont des tumeurs qui ont des taux de survie qui sont très modestes dans les stades 3 et 4, qui représentent la plupart des cas que nous traitons en Tunisie. Et malheureusement, ça, c'est l'évolution classique d'une tumeur de l'ovaire. Donc, les tumeurs de l'ovaire sont presque comme les feuilletons du Ramadan, une histoire à épisodes. Beaucoup de nos malades n'ont pas toujours, du fait de leur maladie, ou peut-être pour faire plaisir à Hatm, de la qualité des chirurgies, une résection complète, et ce sont des malades qui vont revenir pour des récidives ou des multirécidives. Et personnellement, j'ai suivi des malades qui ont eu 7, 8 ou 9 ou 10 lignes de traitement. Et il est probable que quand même que les traitements médicaux, bien qu'il n'y ait pas eu de grands progrès, ont amélioré la survie de ces malades qui sont devenus des malades chroniques. Et maintenant, certains d'entre nous voient des tumeurs qui ont des évolutions de 5 ans ou plus. Donc les traitements médicaux conventionnels, je ne vais pas m'approfondir sur ça, ça se résume dans les sels de platine, les taxanes et le bevacizumab. Et vous voyez qu'il n'y a pas eu beaucoup de grands progrès. Personnellement, je suis beaucoup plus cisplatine que carboplatine, et malgré les bénéfices de l'étude weekly contre 3 semaines, je fais beaucoup d'hebdomadaires. Donc, pour résumer, le traitement des tumeurs de l'ovaire reste encore cantonné aux sels de platine et au taxane, et vous voyez que les autres produits qu'on voit sur le tableau n'apparaissent pas vraiment dans nos protocoles thérapeutiques. Mais malheureusement, ce sont des malades qui rechutent. Et les rechutes sont rattrapables. Et vous voyez un peu ce qu'on a. Donc, on a classiquement les rechutes platine sensibles qui surviennent avant les 6 mois, après 6 mois d'une utilisation des sels de platine. Et vous voyez qu'on se retrouve souvent dans des traitements médicaux conventionnels. Là, on se permet de reprendre les sels de platine et de changer éventuellement les protocoles. Et vous voyez apparaître les PARP, les inhibiteurs de PARP dans ces indications. Et malheureusement, il y a des rechutes platine résistantes dans les moins de 6 mois après les sels de platine. Et vous voyez qu'en termes de chimiothérapie, il n'y a pas eu de très grands progrès. Donc on reprend pratiquement les mêmes protocoles et on reprend des drogues plus ou moins récentes et anciennes. Et vous voyez l'apparition des antiparp. Et parfois, dans certains cas où l'état général des malades s'est considérablement altéré, on voit l'apparition de certains traitements anciens. Et on voit également quelques mutations qui sont testées comme le BRAF, le NTRK et timidement aussi l'immunothérapie. Donc le HRD, je pense que Soumaïa a très bien développé. Donc c'est en fait un défaut de réparation de l'ADN. Et hier, je discutais avec Yusr Hamdi pourquoi on ne fait pas de HRD en Tunisie, parce qu'elle m'a dit que le test coûtait à peu près 8 000 dinars. Et donc, je vais en parler, mais vous allez probablement oublier. Et on va voir que dans l'étude S19 qui avait testé l'olaparib, le fait que les malades répondent très bien à un sel de platine, entre guillemets, sans faire de HRD, c'est probablement un statut HRD.
Et vous voyez donc qu'on va tester le HRD après le BRCA, comme l'a très brillamment présenté Soumaya. Et en fait, on arrive à avoir des malades BRCA mutés et HRD positifs, HRD positif, BRCA muté, et donc c'est un peu un plaidoyer pour l'utilisation des antiparts, puisque vous pouvez l'utiliser chez des malades qui sont BRCA non mutés et éventuellement HRD positif. Et vous avez un score d'instabilité génétique, et vous voyez que les séreux de haut grade ont le plus gros score d'instabilité génétique, et c'est peut-être un facteur prédictif de réponse aux antiparts. Le statut BRCA, je pense que Soumaya m'a facilité la tâche. Donc, question qu'on pose aux résidents, où se trouve le BRCA 1 et 2, donc 13 et 17. Et le BRCA, les gènes BRCA sont des gènes suppresseurs de tumeurs et ils ont un rôle physiologique, comme l'a montré Soumaya, dans la réparation de l'ADN. Donc, les BRCA est muté surtout dans les carcinomes CO de haut grade et beaucoup moins dans les mucinéomes, mais la plupart des adénocarcinomes de l'ovaire ont un taux plus ou moins élevé de mutation du BRCA. Les femmes BRCA1 sont plus jeunes, alors que les BRCA2 ont pratiquement le même âge que les autres malades qu'on prend en charge, mais il faut savoir que malgré l'évolution de la génétique, 40% des malades n'ont pas de mutation détectable. Donc c'est une transmission autosomale dominante, et donc à partir de ça a commencé la discussion de l'utilisation des antiparps. On sait que les malades qui ont une mutation BRCA ont une meilleure PFS, prouvée par ces méta-analyses, et que les malades qui ont une mutation de BRCA sont plus sensibles aux sels de platine. Et regardez un peu ce n'est pas limité aux séreux, mais le taux est moins élevé quand on s'intéresse aux autres éléments histologiques tels que l'a présenté Soumaya. Donc l'utilisation des PARP a commencé au départ donc, en tenant compte du fait que les cellules sur terrain BRCA muté ont une instabilité de l'ADN, et on a tous ces produits, donc ceux qui sont connus, les plus célèbres, c'est le niraparib, le rucaparib, l'olaparib, mais actuellement, si vous rentrez sur Internet, et ça arrive dans tous les congrès internationaux, vous avez 3 ou 4 médicaments chinois qui arrivent sur le marché. Actuellement, je crois que parmi les derniers produits, il y a des produits chinois qui vont probablement être gérés entre les grandes compagnies pharmaceutiques américaines avec les Chinois, et vous aurez probablement les résultats des essais cliniques de ces substances. Regardez donc, leur découverte est assez ancienne, et les premiers essais thérapeutiques avec les antiparps ont commencé en 2008. Voilà un peu les essais pivotaux, donc l'étude 19 en 2012, donc la prolongation de l'étude 19, l'étude NOVA avec le niraparib, l'étude SOLO 2, SOLO 1, Paola, également l'étude PRIMA, l'étude NGOT. Donc on va voir un peu comment ils ont été utilisés, et en fait, la toute première étude, qui est l'étude S19, c'était des malades qui étaient en rechute métastatique, et le produit a été testé seul, et il a montré un bénéfice, surtout chez les malades BRCA mutés. Bon, le bénéfice n'est pas impressionnant, mais vous voyez que la PFS est largement supérieure en cas de mutation du BRCA. Les conclusions de cette étude, c'est un peu les conclusions de du relatif manque de moyens que nous avons, c'est que peut-être que s'il n'y a pas de HRD, ces malades qui étaient très sensibles aux platines sont peut-être HRD, on peut le supposer. Ça peut justifier en partie l'utilisation des antiparps. Puis ils sont arrivés après les études des maintenances. La philosophie de la maintenance, c'est que ce sont des malades qui sont en réponse complète ou partielle après chimio à base de platine, et elles sont mises sous olaparib. Regardez un peu la comparaison. Donc il y avait des malades
BRCA muté 1 ou 2, ou les deux en même temps. Et vous voyez que cette étude a montré quand même un bénéfice en termes de survie globale qui est assez net, avec un hasard ratio impressionnant. Et l'actualisation de cette étude à 7 ans a montré un maintien de ce bénéfice. Et vous voyez, donc ça, c'était le bénéfice à 7 ans qui se maintient aussi bien en termes de PFS que de survie globale. Donc, olaparib, en maintenance, on va voir après quelle durée de maintenance. Bon, ce sont des médicaments qui ont certains effets secondaires par rapport au placebo, nausées, vomissements, fatigue, asthénie, qui sont à prendre en considération étant donné que les malades vont recevoir une durée de traitement assez importante. L'étude Paola, le changement par rapport à l'autre étude, c'est qu'on a combiné en maintenance le bevacizumab avec l'olaparib, avec toujours le même principe, c'est des malades en réponse complète ou en réponse partielle, après chimio, donc platine sensible, qui était BRCA muté et qui était mis sous l'association olaparib-bevacizumab, avec un petit bénéfice en termes du bevacizumab et plus net, surtout si on prend les malades HRD positifs et BRCA mutés. Et là, c'est l'actualisation récente qui vient d'être publiée. Et dans cette étude, je crois qu'il y avait eu peut-être un plus grand bénéfice chez les personnes âgées au-delà de 65 ans. Donc, c'est les conclusions de l'étude. L'étude d'Engot a utilisé le niraparib, toujours dans la même philosophie de maintenance, mais là, on est en deuxième ligne. Et donc, voilà la répartition des patients. Et on voit qu'il y a un bénéfice, surtout dans la population avec mutation de BRCA. Et voici les hasards ratios, l'étude en termes, les résultats en termes de survie globale qui ne sont pas significatifs, et un petit bénéfice pour les malades qui étaient HRD positifs. Voilà l'utilisation des PARP en première ligne, le résumé, donc, qui montre quand même un bénéfice, surtout chez les malades mutés. Donc, le problème du testing, peut-être qu'on fera la discussion, la recommandation du testing autant que possible chez les malades. L'étude Ariel a testé le rucaparib, toujours en maintenance, et elle a montré un bénéfice, surtout chez les malades, qu'elles soient HRD ou BRCA mutés. C'est encore mieux d'avoir les deux anomalies, et même en intention de traiter, la différence est statistiquement significative. Et là, vous avez les résultats à long terme actualisés de l'étude ARL avec le rucaparib qui confirme le bénéfice. Alors, quelle durée pour la maintenance? Et là, j'espère qu'il n'y a pas de médecin de la CNAM, sinon il faut lui donner un cardiotonique. Ça peut durer 1 an ou 2. Donc, je pense, je ne sais pas, il faudra évaluer un jour le coût, mais c'est quand même 2 ans pour l'olaparib, 3 ans. Et le rucaparib, c'est encore pire, c'est jusqu'à progression. C'est un peu la même discussion que je soulève vis-à-vis de l'immunothérapie, qui pour laquelle la durée de 2 ans est pour moi quelque chose de trop long, et on essaye de raccourcir le traitement. Donc, petit point de pharmacoéconomie. Les PARP ont été utilisés dans les rechutes, avec un petit bénéfice. Donc, ça, c'est l'étude SOLO 2. Donc, c'était des malades platine sensible ou platine résistante, chez qui on a utilisé une monothérapie. Et il y a un petit bénéfice en termes de PFS par rapport à une chimiothérapie sans celle de platine. Et donc là, on avance un peu dans les rechutes, avec quand même plus d'effets secondaires. Il y a quand même un bénéfice en termes de PFS. Et là, vous avez une analyse des monothérapies de PARP inhibitors qui montrent un bénéfice, mais là, nous sommes dans des études où les bénéfices en termes de survie médiane sont de 1 à 2 mois par rapport au placebo. Là, c'est le Paola 3 qui avait testé l'olaparib, et vous voyez que le bénéfice n'est pas impressionnant. Donc là, du fait de ces études, dont certaines sont positives pour la survie globale, comme le SOLO-1, on voit apparaître les inhibiteurs de PARP dans les indications thérapeutiques et la nécessité du testing au départ, donc d'après ce qu'on a cru comprendre de ce qu'a présenté Soumaïa, somatique, germinal, plutôt somatique, et si
il y a un doute, c'est si possible somatique, et vous voyez apparaître un peu l'indication des antiparpes. Là, c'est et surtout sur NCCN. Donc, vous voyez s'il n'y a pas eu de bevacizumab, si ce sont des malades mutés, on peut indiquer les antiparpes. Si elles ne sont pas mutées, donc on peut faire une maintenance éventuellement par le niraparib ou le rucaparib, alors que l'olaparib est plutôt recommandé avec le niraparib et le rucaparib en cas de très bonne réponse au traitement. S'il y a eu du bevacizumab avant, donc s'ils ne sont pas mutés, c'est le bevacizumab seul, et éventuellement on peut voir s'il y a le HRD, s'il est déficient ou non. Dans ce cas-là, on peut associer l'olaparib. Si les malades sont mutés, donc c'est soit poursuivre le même traitement ou bien associer, comme on a vu dans l'étude, le bevacizumab et l'olaparib. Les autres avancées dans les cancers de l'ovaire, entrée timide de l'immunothérapie avec des taux de réponse très modestes, et je ne pense pas que ce n'est pas encore entré dans les pratiques. Et vous voyez donc le rationnel de l'utilisation aussi des antiparpes avec l'immunothérapie. Et donc là, vous avez cette étude qui a combiné les produits liposomiés avec la doxorubicine liposomiale avec les antiparpes, l'immunothérapie, ou même parfois les triples combinaisons, mais ça pose aussi le problème du prix. Et en Tunisie, hier, il y avait une thèse présentée à la faculté où on a évalué que l'accès au traitement anti-HER2 était de 1 mois pour le trastuzumab, de 3 mois pour le TDX, et encore pire pour les anticorps drogue conjugués. C'est un élément que nous sommes obligés de prendre en considération quand nous traitons les malades. Les AMM, donc vous voyez un peu les AMM que vous avez aux États-Unis, et surtout, ça c'est quelque chose que vous allez voir, surtout les jeunes, de plus en plus de produits chinois et probablement dans très peu de temps des produits indiens, puisque l'industrie pharmaceutique de ces deux pays est quand même vigoureuse et maintenant, de plus en plus, on voit des essais cliniques avec des produits. Là, c'est l'AMM, donc vous regardez les produits chinois. L'AMM en France, donc les antiparpes sont recommandés dans les cancers de haut grade en maintenance, instabilité génique, donc surtout HRD, et avec le relais après les sels de platine. Et là, vous avez les dernières études dans les cancers de l'ovaire. J'ai été impressionné, il n'y a pas vraiment de grandes nouveautés. Donc, vous voyez, on essaye de déterminer l'utilisation de l'introduction du topotécan oral. Là, c'est une étude qui essaye d'explorer éventuellement un vaccin. 2 ou 3 études dans les tumeurs de l'ovaire. Donc, il n'y a pas de la détermination de la résistance aux sels de platine. L'association bevacizumab, olaparib et durvalumab chez les malades en rechute. Donc, on n'a pas encore les études. Le dépistage, on n'y est pas encore. Plusieurs de ces études n'ont pas montré de bénéfice à faire du dépistage, ni à recommander des mesures prophylactiques comme l'ovariectomie bilatérale. Donc, en conclusion, les cancers de l'ovaire restent de mauvais pronostics. On ne peut pas dire qu'il y a des avancées thérapeutiques exceptionnelles, surtout en matière de chimio. Je pense qu'il faut faire le dépistage, et je pense qu'après Soumaïa, je vous aurai un peu convaincu, mais Soumaïa est très optimiste concernant le délai d'obtention du résultat du dépistage. Et pourquoi pas, je pense que c'est un peu le raisonnement que j'adresse à Madame la Présidente de la STOM, étant donné la situation de notre pays, nous sommes des oncologues militants, et si ces avancées thérapeutiques sont favorables pour les malades, nous devons nous battre pour les obtenir, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Hamoud, pour cette excellente présentation. Donc, on se dirige vers l'audience pour voir s'il y a des questions, pour Dr Boussen. Est-ce que même on a un muté confirmé, il n'y a pas de place à cette ovarectomie? Les dernières études n'ont pas montré de bénéfice. Ah si, oui, absolument.
tu as tout à fait raison. Il y a une partie d'une animation qui a sauté. Il y a les dernières études faites aux États-Unis et en Angleterre montrent un bénéfice chez les malades BRCA mutés. Là, c'était les malades tout venant. C'est-à-dire que quand tu prends les premières études, c'est 2000, 3000 malades, 75 000 ou personnes saines. Et après, ils se sont intéressés au BRCA muté. C'est discordant, mais j'ai vu 2 études où c'était intéressant de faire une ovarectomie prophylactique. Mais est-ce que les femmes tunisiennes accepteraient une ovarectomie prophylactique? Absolument. Les recommandations sont faites pour le péritoine et l'ovaire, comme les recommandations d'ailleurs thérapeutiques aussi. Docteur Boussen, j'ai une question concernant la durée de réponse pour les patients qui ont pris les antiparp. 1 an, 2 ans, combien la réponse dure à peu près? Voilà, c'est très variable. Il n'y a pas de... Ce n'est pas comme l'immuno. C'est-à-dire que quand les malades répondent, l'immunothérapie, ce qu'on sait maintenant, c'est pour ça que je suis encouragé à arrêter au bout de 6 injections, c'est que quand le malade ou la malade répond, il restera en réponse parfois pendant 1 an ou plus. D'accord. Pour les antiparp, je pense qu'il est pratiquement équivalent à ce qu'on observe avec les traitements conventionnels. Mais personnellement, j'ai traité une malade qui n'avait pas de mutation et j'ai tenu compte du fait qu'elle était platine sensible et elle a eu une survie d'1 année et demie. Donc on peut avoir de longs survivants, mais le fait qu'il y ait une réponse n'est pas une garantie pour que la réponse se maintienne. Donc il y a des mécanismes de résistance apparemment. Très probablement, oui. Est-ce que l'ADN circulant peut jouer son rôle dans... Ça se voit que c'est des anapathes et qu'ils veulent aller encore plus loin. Probablement, très probablement. Il est probablement que l'ADN circulant montrera que les cellules circulantes sont probablement résistantes, comme on le voit dans les tumeurs du sein. On peut suivre en fait... Allez-y, faites-nous l'ADN circulant. D'accord. Je voulais une question. Docteur Boussen, je voulais savoir pour les patientes qui sont en rechute platine sensible, est-ce qu'on peut s'en passer du testing BRCA? On peut les considérer sensibles aux inhibiteurs de PARP sans faire le testing? Voilà, et personnellement, tu le diras à personne, mais c'est ce que je fais. Quand les malades sont extrêmement sensibles, je lance le testing BRCA et je lance la prise en charge CNAM, et même pas beaucoup d'ailleurs là-bas. Et donc je lance la prise en charge et j'explique au diagnostic, un peu comme a dit Hatem, quand les malades arrivent avec des tumeurs de l'ovaire, je leur lance déjà l'option d'un antiparp en maintenance. Déjà au diagnostic. Même si elles ne sont pas encore opérées, je leur dis, il est probable que dans 1 an, dans 3 ou 4 mois, vous allez prendre un traitement en maintenance. Bon, avec un avocat. Et les toxicités sont acceptables? Bon, c'est vrai que nausées, vomissements, fatigue, asthénie, et on a vu dans l'essai Solo One qu'il y a quand même beaucoup plus d'effets secondaires, surtout qu'on l'a dit, ces malades vont prendre le traitement pendant 1 an ou 2. Merci Hamouda. Donc la question qui se pose tout de suite, quelles sont les perspectives concernant le testing, concernant l'olaparib? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? D'abord, c'est le problème du délai au testing. Soumaï a été très optimiste. Quand on envoie faire le BRCA, on les revoit après 2, 3, 4 mois. Maintenant, c'est la question qu'a posée Jihen. En principe, ces malades, dès qu'ils ont une réponse, ou qu'ils sont en réponse complète, il faut les mettre sous maintenance. Et le problème, c'est l'accès, c'est que parfois les malades payent le test. C'est ça ce qui... Le réactif ou le... Non. Le test est payant. Même, par exemple, vous avez l'accès, mais à Tunis, c'est payant. Il faudrait aller demander conseil aux radiothérapeutes, parce qu'ils ont obtenu la prise en charge. Je pense que peut-être la société savante, vu les résultats, vu les recommandations internationales et nationales, donc il faut faire le pressing. Je pense qu'il faut être prudent. On ne va pas donner le traitement. Malheureusement, étant donné la situation économique, il faudra sélectionner les malades jeunes, les hauts grades, les extrêmement chimiosensibles pour les mettre sous traitement. Et je pense, pour répondre à Jihen, je pense que s'il y a 3 ou 4 cas de tumeurs dans la famille, on peut déjà presque considérer, entre guillemets, que ce sont des malades sur terrain BRCA muté.
Donc, elle Il va est se temps de débloquer. débloquer la Je crois que ce sont les malades et leurs parents qui débloquent la situation. Hein. Elle va se débloquer, je pense. Inch'Allah. Et là, avec le... On va demander avis aux Ouais. radiothérapeutes. Excusez-moi, docteur Boussen, c'est juste une dernière remarque concernant le testing. Parce que je crois qu'il y a un gros problème en fait en Tunisie avec le testing du NGS, qui fait qu'on a des plateformes, on a du matériel, mais c'est très coûteux. Et le testing qui se fait en France, qui peut être à 80 €, il va se faire ici à 500 000 euros. Donc parce qu'il y a un problème qu'on n'a pas les biotech qui sont présentes, ce sont des représentants. Donc les représentants vont mettre leur marge, et donc c'est ce qui va faire envoler les prix. Et je suis plutôt opposé à l'envoi de tissus et de DNA tunisiens à l'étranger, parce qu'on se retrouve avec des chercheurs qui viennent d'Europe et qui peuvent même nous décrire la génétique tunisienne, alors que c'est notre ADN, c'est notre patrimoine. Donc l'un des blocages, c'est dans le coût du testing. Absolument. Donc, on a tenu bon ce jour pour remercier Si Hamouda, tout ce qu'il a donné pour l'oncologie en Tunisie. Et surtout, il était garant durant 6 ans pour notre service, pour 6 journées. Donc, je le remercie. Et Dr Mehdi Balti, Dr Mehdi Balti. Merci, mon général. Juste un petit cadeau du service d'oncologie. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Barakallahu fik. واحدة ما بشي يجيب